Philippe Vandel. 17 millions de Français regardent tous les jours YouTube et ils y passent en moyenne 36 minutes par jour. On compte 30 milliards de vues quotidiennes en France. 30 milliards rien qu'en France. Des chiffres qui donnent le tournis révélés dans une étude publiée cette semaine. Encore un 17 ans après sa création, YouTube est indéniablement toujours aussi populaire. Alors que les plateformes de vidéos en ligne et les réseaux sociaux se multiplient, que certains déclinent, voire que d'autres s'effondrent ou s'arrêtent, YouTube est toujours là et s'offre même le luxe de séduire de plus en plus d'internautes. Comment fait la marque pour se renouveler et rester en tête des destinations vidéo en France? Quelles sont les nouvelles tendances de la plateforme? Avec nous pour voler au secours de la victoire et analyser l'évolution du site, la directrice générale de YouTube France, Justine Rist. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Pour commencer, Justine Rist, vous définissez YouTube non pas comme un média, mais comme une, je vous cite, plateforme multiformat. Quelle différence à part jouer sur les mots? Alors effectivement, on dit que YouTube est une destination vidéo. En France, on est la première destination vidéo en temps passé. Et quand on dit logique multiformat, c'est que sur YouTube, vous pouvez voir ou vous pouvez créer un contenu de 15 secondes, une vidéo de 15 minutes ou un live de 15 heures. Donc il y a toute la palette des possibles de consommation ou de création sur la plateforme. Et c'est ça qui a fait qu'on a cet engouement. Vous l'avez dit, YouTube a 17 ans d'histoire, 17 ans de carrière. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Et dans c'est cet énorme. Univers, et dans énorme. cet univers. Ouais. Et donc c'est ce modèle pérenne avec une logique de multi-format, donc pour de la création tout à fait exhaustive, de multi-audience, parce que vous l'avez cité aussi, 40 millions de Français qui viennent chaque mois. Ça veut dire toutes les tranches d'âge qui viennent sur YouTube. On a 94% des 15-24, on a 17 millions des 50 ans et plus qui viennent chaque mois aussi. Donc on est vraiment dans une logique tout à fait inclusive, exhaustive et qui marche et qui plaît en France. Vous avez les chiffres en tête, cette étude a été publiée cette semaine. C'est une étude réalisée par un institut externe, mais commandée par vous, par YouTube. Vous voyez venir ma question. Quel degré de fiabilité on peut lui accorder? C'est comme si Poutine commandait une étude sur le Kremlin. Alors déjà, en fait, nous, c'était très important de voir 17 ans après comment a grandi cet écosystème qui s'est créé sur la plateforme. On a vu... Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment peut-on croire à la fiabilité d'une étude commandée par vous? Parce qu'on est allé chercher un organisme de référence dont c'est le métier, en l'occurrence Oxford Economics, voilà, dont c'est le métier qui est vraiment de référence et qui nous a aidé à mesurer quel était notre impact économique en France. Donc le résultat, c'est 650 millions d'euros de contribution au PIB français en 2021 et plus de 20 000 emplois équivalents temps plein. Donc c'est formidable de voir comment cette filière, cet écosystème a grandi. Vous anticipez ma question suivante. Non, au contraire, pas du tout. Ça prouve que justement on suit et que cet entretien est bien mené, bien construit. Je me lance des fleurs, je devrais pas. 650 millions d'euros qui contribuent au PIB français, de quelle manière? Alors il y a deux manières deux angles dans cette mesure-là. Il y a d'abord la contribution directe de YouTube. Vous savez que depuis notre genèse, notre modèle économique est basé sur le partage de plus de la moitié de nos recettes publicitaires aux détenteurs des chaînes. Et aujourd'hui, quand vous arrivez sur YouTube et que vous êtes un créateur ou que vous êtes un média ou une institution culturelle, vous touchez la moitié de la publicité qui est perçue sur votre chaîne et on a 10 manières différentes de monétiser sur YouTube. 10, c'est une façon de parler ou... Non, 10. Non, bien sûr. Alors, on va pas tout détailler parce non, mais alors, exemple, ça peut être la publicité sur YouTube ou ça peut être le merchandising quand vous avez votre boutique en ligne et que vous la branchez sur votre chaîne YouTube. Ça, c'est deux exemples. Et puis ensuite, il y a la contribution indirecte. Je prends un exemple. Vous avez un créateur historique qui s'appelle Squeezie. Il a lancé sa ligne de vêtements. Son magasin en ligne est branché sur sa chaîne YouTube et tout ça, ça va créer un revenu complémentaire pour lui. Vous avez une autre créatrice qui est très connue en France et à l'international, Léna Situation. Léna, elle vient de lancer un restaurant. À partir de... En fait, sa chaîne YouTube lui a donné sa célébrité, sa notoriété, exactement. Et puis, à partir de ce point d'ancrage, les créateurs développent un réseau d'activités, un réseau d'entreprises aussi, parce que ces créateurs-là, qui étaient peut-être individuels tout seuls, je pense à un Hugo Décrypte, par exemple, qui est aujourd'hui un peu un référent qu'on connaît très bien. Hugo, il est à la tête d'une rédaction de 20 journalistes, il emploie des CDI, et c'est cet écosystème-là qui s'est formé plus largement. Donc, revenu direct, revenu indirect. Quand Hugo Décrypte met ses vidéos sur YouTube, vous récupérez une partie de la manne et de la publicité. Oui. Mais dans le cas du restaurant, puisque c'était l'exemple que vous citiez... Là, c'est les revenus qui sont indirects et qui sont directement pour Léna et pas pour nous. Et rien pour vous. Alors, vous avez une formule payante, on dirait un resto. Vous avez une formule payante à 11,99 € par mois sans publicité. Alors, je vais vous dire,
Je ne connais personne, je ne connais pas non plus des millions de personnes en France, je ne connais personne qui a souscrit, des petits, des gros, des jeunes, des vieux, les copains de mes enfants, je ne connais personne. Ça rapporte combien? Est-ce que ça marche? Alors en fait, on a lancé, ce à quoi vous faites allusion, c'est l'offre YouTube Premium, qui était une logique de répondre à une demande des utilisateurs, d'avoir une expérience de YouTube sans interruption publicitaire. Voilà, exactement. Donc c'est une option qu'on offre. Notre cœur de métier reste un accès gratuit financé par la publicité, mais YouTube Premium a été lancé en 2018 et voilà, fonctionne très bien. Ce sera jamais notre cœur de métier. J'ai compris, mais vraiment... très bien. Il y a combien de personnes qui s'y sont abonnées? Alors, en fait, on donne pas les chiffres en France, mais c'est vraiment une application, et en particulier pour les aficionados de musique. Quand j'écoute de la musique, je suis contente de ne pas avoir d'interruption publicitaire, et cette offre-là répond à ça. Je constate que vous donnez tous les chiffres sauf celui-ci. Donc je me dis que ça ne doit pas être flamboyant. Je vais parler des contenus. Autre nouveauté soulignée par votre rapport, c'est l'apparition sur YouTube de vidéos courtes, des shorts comme on dit, qui ne dépassent pas 60 secondes, alors que la tendance est plutôt format long. TikTok par exemple a fait le chemin inverse et rallonge la vidéo de ses vidéos. Vous-même, pourquoi vous avez décidé de choisir ce format et de raccourcir certaines vidéos? Vous vous rappelez, je vous disais la logique de multiformat, une destination multiformat. YouTube est arrivé en 2005. En 2011, on pouvait créer des lives sans limitation de durée. En 2016, on pouvait regarder YouTube depuis sa télévision, son écran de télévision. L'année dernière, on a lancé ces shorts pour répondre à un besoin de création de formats plus courts. Et en fait, à l'arrivée, c'est pas simplement shorts qui est une fin en soi, c'est de permettre cette palette de création très large et d'être là. Et c'est vrai que du coup, au résultat, on est la seule destination qui permet ce champ des possibles du 15 secondes au 15 heures, selon ce que le créateur ou l'utilisateur souhaite voir. Alors j'ai appris plein de mots grâce à vous. On découvre qu'il y a 3 tendances sur YouTube en ce moment. Il y a le bien-être émotionnel, ça je peux le comprendre. Il y a le solutionnisme joyeux, là ça demande une explication de texte. Et il y a le cash stuffing. Qu'est-ce que c'est? En fait, on est vraiment dans des... On voit sur YouTube toutes les tendances du moment et les tendances de société. Donc, solutionnisme joyeux, c'est comment est-ce que je peux recycler, par exemple, des objets que j'ai chez moi qui sont cassés, et je peux trouver une manière de restaurer un tapis, remettre en état une table. Vous avez énormément de contenu sur ce type de thématique. Et le cash stuffing? Le cash stuffing, c'est... C'est étouffé? Non, c'est organisé en fait, c'est remplir en anglais. Dans un contexte voilà, de crise, de grande incertitude économique, vous avez un vrai souhait de la société de pouvoir contrôler ses dépenses, de contrôler ses budgets, et donc vous avez plein de chaînes de créateurs qui expliquent comment je peux mieux gérer mon budget de fonctionnement, mon budget du quotidien, et donc je vais organiser mes dépenses avec un portefeuille pour mes courses, un portefeuille pour mes vêtements, etc. etc. Et ça cartonne. Je pense au ministre de l'économie qui est peut-être en train de regarder ça sur YouTube. Vous avez aussi des partenariats liés à la santé, et vous renvoyez les internautes vers des sites fiables. Comment ça fonctionne? Comment vous séparez le bon grain de livret, comme on dit? Alors, on fonctionne pour la santé exactement comme on fonctionne pour l'information de manière générale. C'est-à-dire qu'on a les entités référentes de santé. On travaille avec la PHP, la SPF, tous les CHU qui ont des chaînes YouTube. Et nous avons lancé des fonctionnalités qui vous permettent, en résultat de recherche, vous faites, je sais pas, vaccin, Covid, diabète. En premier résultat de recherche, vous avez ces sources référentes d'informations qui apparaissent. Et donc, pour l'utilisateur, c'est une garantie d'arriver directement à l'information qui fait foi tout de suite pour pouvoir ensuite faire son tri dans ce qu'il souhaite consulter. C'est un sujet pour vous, ça, les fake news, et le fait que quand une news est fausse, elle est extraordinaire. Comme elle est extraordinaire, elle devient virale, et tout d'un coup arrivent en tête des infos totalement abracadabrantesques qui n'en sont pas des infos. Comment vous luttez contre ça? La lutte contre la désinformation, c'est une priorité absolue de YouTube, que ce soit pendant nos élections présidentielles, que ce soit autour des fake news, autour de la guerre en Ukraine, pour vous donner un chiffre. Ou sur les vaccins, on s'en souvient, il y a quelques années, c'était dingue. Exactement. Et donc, on a des règles de communauté qui ne cessent d'évoluer. On travaille par exemple dans le domaine de la santé avec l'OMS et les organisations locales de santé. On a des politiques drastiques, par exemple sur la désinformation autour des vaccins. Et donc, on désamorce, on retire de la plateforme les contenus qui
qui n'ont pas lieu d'être et qui sont de la désinformation. On a un rapport de transparence qui, chaque trimestre, publie le nombre de vidéos qui ont été retirées sur des sujets, par exemple, de désinformation, mais plus largement sur d'autres angles qui ne sont pas permis sur la plateforme. Et en fait, c'est très important pour nous, à la fois ce devoir de lutter contre la désinformation et puis d'avoir une transparence dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on existe depuis 17 ans, parce que depuis 17 ans, notre infrastructure, elle s'est bâtie sur cette responsabilité vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis des créateurs, et puis dans ce modèle économique qui est pérenne, qui vous permet de gagner de l'argent de manière vertueuse quand vous vous lancez sur YouTube. Donc on peut encore continuer à se lancer sur YouTube. J'espère pour les 17 prochaines années, bien sûr. Merci beaucoup Justine Ries, directrice générale de YouTube France. Merci pour ce passage dans Culture Média en direct.